Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 21 novembre 2025. Nous avons cours d'hébreu avancé. Nous étudions en ce moment cet ostracon paléo-hébreu euh, JH36. Donc, je vais vous remettre la photo à l'écran, voilà, pour ceux qui auraient oublié ce petit ostracon. Et on en était arrivé, tac, 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 tac. euh, voilà, ici, voilà. Et on se posait la question de l'analyse de ce mot-là, de ce mot un petit peu long. Je vais vous montrer la transcription aussi. Et on voit où est-ce que c'est. Ah bah si, elle est là. Je vous disais, je ne vois pas, mais si, elle est là. Voilà, donc ici, voilà, à la ligne 4 de ce mot. Et alors, hier, on avait déjà commencé à décortiquer un petit peu le mot. Alors, attendez, je vais le recopier ici. Hop, enfin, hier ou avant-hier. Euh, donc, là, pourquoi ça m'écrit pas en hébreu? Voilà. C'est ça qu'on a comme mot. Avec pardon, la conjonction va devant. Donc, on avait compris que c'était un mot un petit peu long, que forcément on devait le décomposer. On s'était dit le va au départ, c'est une conjonction de coordination, ça c'est facile, très bien. Donc on a va plus quelque chose, mais là ça fait encore beaucoup. On se dit tiens, un tav à la fin, ça on a l'habitude à la fin des mots, soit que c'est un féminin, soit que c'est une postformante de la deuxième personne, ou de la troisième. Non, ça peut être. Bon. Et puis il nous reste encore quatre lettres, ce qui est encore un peu beaucoup. Donc on se dit un he, ça peut être aussi un préfixe ou une préformante. Et donc il nous reste au milieu la racine samer, lamed, aleph. Et ça, c'est un peu irréductible parce que le samer ne fonctionne pas comme préfixe ou préformante, etc. Donc là c'est des lettres dont on peut pas se débarrasser facilement. Donc on comprend que c'est ça la racine. Donc on est parti là-dessus. On se dit tiens, euh, une racine. Alors si ça c'est une racine. Alors on avait pensé à un verbe, par exemple, ce qui est effectivement une possibilité. Euh, Puis dans le contexte, on verra que ça colle assez bien d'avoir un verbe. Le ta, effectivement, pourrait être la deuxième du singulier. Dans une lettre que quelqu'un qui écrit à quelqu'un l'autre, on s'adresse à lui, donc on dit toi. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc je dis, pour l'instant, ça colle bien. Reste à savoir le sens de ce verbe, la conjugaison et qu'est-ce qu'on va faire de ce he auparavant. Alors, pour le verbe lui-même, on avait commencé à regarder dans la Bible, on a dit, ah oui, il y a une occurrence, c'était donc je remets ça à l'écran, c'était dans Lamentation chapitre 4, verset 2, et on avait le terme Hamesullaim Bapaz, et donc qui est de leur pain, du matériau, et ici cette racine, mais alors avec un participe poual, hein. On avait la racine, mais c'est une forme géminée avec un participe poual, et donc votre dictionnaire vous disait faut traduire par payer, et ça a été traduit via la NBS qui dit qui valaient leur pesant, leur fin. Je ne sais pas comment la TOB a traduit ça, mais estimé à valeur. Donc voilà, valoir, estimer ou quelque chose comme ça. Bon, très bien. En tout cas, on a l'idée d'une marchandise et d'un aspect peut-être commercial entre guillemets, ce qui n'est pas totalement aberrant dans le cadre de notre ostracon, puisque on va voir qu'il s'agit aussi de questions de marchandises, etc. Donc, on avait vu qu'il y avait un autre usage avec non pas la forme aleph, mais troisième faible he, mais une confusion de racines, mais qui a le même sens et qu'on avait dans Job 28, verset 16. Alors, donc, le dictionnaire vous dit il faut traduire par payer. Ça, c'est le Kellogg Baumgartner. Je n'ai pas été voir ce que dit le Kleins, qui nous dit, bah, je sais pas, il l'a pas, il l'a pas. Bah, alors, pourquoi il l'a pas? Si, là. Oui, voilà, c'est ça. Alors lui, c'est intéressant. Il dit non, en fait, il faut le traduire par peser. Et pour lui, c'est pareil, donc une forme variante de ça là avec une forme faible, peser. Donc au poil, être pesé, etc. Donc il nous renvoie encore à Lamentation chapitre 4, verset 2. Bon, très bien. Et il renvoie aussi
ici un texte de Qumran, qui est un apocryphe des Lamentations, etc., mais on retrouve un peu la même chose. Bref, bon. Et donc ensuite, il dit que c'est parallèle à Chashav, ben, c'est ce qu'on voit ici effectivement, Chashav, et Chashav qui veut dire être compté, comptabilisé. Hein. Chashav, c'est quand on fait le calcul, le compute. Euh, donc c'est voilà, on ordonne un petit peu ses pensées, et on met en ordre un petit peu tout ça. Donc c'est utilisé effectivement dans la comptabilité. Cheshbon, c'est le document comptable, la taxe, le reçu. Encore aujourd'hui, Cheshbon, c'est la facture en hébreu moderne, une facture. Pareil, Marchev ou Marchevet ou Marchev, je sais pas si c'est du masculin ou du féminin en hébreu moderne, c'est l'ordinateur. Hein. Parce qu'en anglais, computer en anglais, donc to compute, c'est calculer. Donc voilà, on fait des calculs. Enfin bon. Donc la racine, elle est encore utilisée aujourd'hui en hébreu moderne pour des termes. Bref, donc on dit, lui, il dit attention, plutôt que de dire payer, ce serait plutôt l'idée de peser. Voilà. Euh, donc on se dit tiens, je sais pas, j'ai pas regardé d'autres dictionnaires, mais enfin voilà, on a en tout cas cette idée-là, valoir ou peser. En tout cas, c'est pas totalement absurde de traduire par peser ou payer, puisque là encore, si on remet dans le contexte de l'époque, les transactions commerciales, quand vous dites je paye quelque chose, aujourd'hui on paye avec de la monnaie. La monnaie n'existait pas à l'époque. Hein. Les monnaies, elles sont introduites à l'époque perse. Donc avant l'époque perse, on n'a pas de pièce de monnaie. Donc quand je vais payer quelque chose, en fait, c'est du troc. Hein. C'est-à-dire j'ai quelque chose, une denrée que je veux, et moi j'ai une autre denrée dont la personne va vouloir. Donc, soit vous faites du troc direct, par exemple, moi, je suis un vigneron, je fais du Beaujolais nouveau et j'ai des bouteilles de Beaujolais nouveau pour vous. Et vous, de l'autre côté, vous faites des bonnes tartes flambées et moi, je veux manger une tarte flambée, donc tiens, je te donne du Beaujolais contre une tarte flambée. Voilà. Et alors, la question, c'est combien de bouteilles de Beaujolais pour une tarte flambée ou combien de tartes flambées pour. Il faut se mettre d'accord. Alors après, bien avant l'invention de la monnaie, on avait quand même dans l'idée que c'est plus simple, surtout si je me trimballe moi au marché, je vais faire mes courses plutôt que d'arriver avec ma cargaison de bouteilles de Beaujolais en disant je veux acheter, tiens, je vais m'acheter des rideaux, combien de Beaujolais pour ça? J'ai peut-être quelqu'un qui va me dire bah moi non du Beaujolais j'en ai déjà, c'est gentil, mais je j'aime pas le Beaujolais parce que ça a un goût de banane il paraît, et donc moi j'aime pas le. Moi, je ne bois que des vins alsaciens déjà, donc bah, arrête de me vendre ton Beaujolais. Quoi. Bon. Donc, on peut imaginer que je me retrouve avec mes bouteilles de Beaujolais qui n'intéressent personne. Donc, c'est vrai qu'on se dit, il y a des choses qui pourraient intéresser tout le monde, ou en tout cas dont tout le monde pourra faire quelque chose avec. Je peux lui dire, tiens, je te donne des bouteilles de Beaujolais, mais tu pourras les revendre à quelqu'un. Oui, mais il n'est pas sûr. Très clairement, l'or est devenu très vite, on s'est dit, c'est pratique parce que tout le monde aime l'or, c'est très beau, on fait des bijoux, tout ça. Et puis aussi, l'or, il en faut pas beaucoup pour valoir beaucoup de choses. Donc, avec peu d'or dans la poche, je peux m'acheter des rideaux, du Beaujolais, tout ce que je veux. Donc, si je vais faire mes courses, il suffit que j'arrive avec une petite besace avec un petit peu d'or et je vais pouvoir faire tout mon marché. Et donc, on va peser. Et les gens ont des balances. Et là, on va dire, bah voilà, ça, je te le donne pour X grammes d'or. Et donc, voilà. Donc, effectivement, payer, ça va vouloir dire peser. Dans tous les cas, il va falloir peser. Je veux de la farine, on va peser. Donc, l'idée de peser ou d'estimer, alors peser, c'est du poids, des fois, c'est du volume. Donc, il y a des unités de mesure de volume et de poids. Dans tous les cas, il y aura une quantité de denrées dont il va falloir évaluer la quantité. Quantité, que ce soit en poids ou en volume. Mais donc quantifier, on pourrait traduire par quantifier ou quelque chose comme ça, dans l'idée de faire une transaction. Donc on peut garder cette idée-là et l'appliquer à notre texte, puisque dans notre texte, on vient d'expliquer, hein, si je vous redonne le contexte, on nous dit que voilà, quelqu'un écrit à quelqu'un, et puis après, alors on est au début, alors c'est vrai que j'anticipe un peu, mais à la ligne suivante, on va parler d'un chromère, on va parler de farine, de machin, de trucs, etc. Donc, très bien, l'idée que tu puisses peser ou quantifier, euh, ça marche. Bon. Donc on peut partir là-dessus. Si on se dit quand même, d'abord ces dictionnaires-là, d'où est-ce qu'ils nous sortent que c'est le sens? Parce que c'est quand même un apax. Donc on se dit, là, Klein nous dit qu'il faut le traduire comme ça, mais comment on sait que c'est le sens, hein, quand on a un apax ou des termes qui apparaissent qu'une ou deux fois? C'est quand même moche de. Alors, on peut très bien, d'après le contexte des versets, deviner ce que ça peut vouloir dire, mais c'est quand même moins bon que si on a le terme ailleurs. Alors, en fait, ce terme, il existe dans d'autres langues sémitiques, et notamment, ce qui est intéressant dans des langues anciennes, contemporaines de la Bible hébraïque et de nos ostracones, parce que là, on est 600 avant notre ère. Et donc, si vous regardez du côté, euh, et notamment de langue de transactions commerciales, or il y a une langue qui est beaucoup utilisée pour les transactions commerciales, c'est le sabéen, le sud-arabique. Et donc, si vous regardez un dictionnaire de sud-arabique,
D'abord, vous savez ce que c'est que ce sud-arabique? Vous avez tout vu? Je vais vous montrer peut-être juste pour votre culture générale à quoi ressemble le sud-arabique. Euh, le sud-arabique, c'est parler la langue parlée au Yémen. Et je vais vous montrer juste. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme euh, bah ça peut-être voilà. J'étais en Éthiopie là. Et je vais vous montrer une photo que j'ai prise là. Voilà. Euh, Ça, c'est un musée à Wukro, qui est au nord de l'Éthiopie, hein. C'est le Tigré, c'est pas loin de la frontière avec l'Érythrée. Et donc, il y a un site archéologique. Ils ont fait un petit musée. Il y a une pièce, vous voyez, qui contient le matériel archéologique trouvé sur place. Donc, c'est pas mal parce que des fois, on fait des fouilles archéologiques et puis les objets sont exposés à 5000 kilomètres. Donc là, c'est bien parce que vous avez le site et juste à côté, enfin à 2 kilomètres, vous avez un bâtiment qui a été construit pour en faire un musée. Donc, c'est bien. C'est les Allemands, ils travaillent bien. C'est pas grave. Donc, un sanctuaire en Éthiopie, mais qu'un sanctuaire sabéen. Alors pourquoi on sait qu'il est sabéen? Parce que ici vous avez une inscription sabéenne. Là, vous voyez, c'est écrit, c'est du sabéen, et c'est justement l'écriture sud-arabique qui fait tout le tour donc de cet hôtel. Donc ça c'est un bel hôtel. Vous voyez, vous prenez votre victime, vous versez le liquide. Alors soit c'est le sang de la victime, ou bien ça peut être si c'est une libation, ça peut être du vin ou de l'huile. Hop, ça coule dedans. Vous voyez, ça tombe là. Hop, ça rejoint le petit canal, ça descend et ça arrive là. Enfin, tout est bien installé. Vous voyez. Et donc ça c'est un sanctuaire qui date du première moitié du premier millénaire avant notre ère, entre 800 700 avant notre ère. C'était la même époque que la période monarchique, on va dire, du royaume d'Israël et de Juda. Donc c'est très intéressant pour des gens qui étudient la Bible et le contexte de nos ostracas. Vous voyez, on travaille à cette époque-là. Et donc là, l'écriture sabéenne est une écriture alphabétique qui dérive. Je vais vous montrer une autre. Bah oui, sur la photo que je vous ai montrée derrière, dans une autre vitrine, il y a une stèle. Enfin une stèle, une statuette, on va dire. J'ai pris en photo là, voilà. Bon, elle a perdu sa tête malheureusement, la pauvre. Et là, vous voyez sur la base aussi. Donc vous avez aussi une inscription sabéenne sur 2 lignes. Alors cet alphabet, bon forcément vous ne connaissez pas parce que bon, mais en fait c'est le même ancêtre que l'hébreu, hein, c'est le même alphabet. Et donc il y a des choses et qui en plus de ça, bon là par exemple cette lettre-là c'est un L. Donc, évidemment, le lamed, il ressemble pas à ça, mais si vous retournez la lettre, vous retrouvez le L tel que nous, on a d'ailleurs encore en français, hein, le L majuscule. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu. Là, vous avez les petites vagues qui en fait le M. Bon, sauf que là, il y a un trait, donc ça ressemble à un B pour nous. Donc, c'est vrai que ça peut être un. Bon. Et vous retrouvez aussi, en fait, qui est l'ancêtre de l'écriture gaise, hein, de l'éthiopien ancien, puisque ça, la première lettre, ça, c'est un Aleph. Donc le Aleph, vous avez les deux jambes et puis plus la troisième, et il vous manque. Donc c'est pas tout à fait comme en hébreu. Donc évidemment, l'alphabet a évolué. Hein, il faudrait faire rentrer dans le détail. Mais voilà, pour faire simple, l'alphabet sud-arabique dérive du même ancêtre que l'alphabet hébreu, mais il a effectivement évolué assez différemment. Et le Yémen et le royaume de Saba, notamment, enfin, donc le Yémen de manière générale contrôlait tout le transport qui vient de l'océan Indien, qui rentre dans la mer Rouge et qui arrive ensuite pour inonder le marché. Ah, il n'y avait pas le canal de Suez à l'époque, mais quand même, hein, la mer Rouge, et puis il y a ce passage. Donc forcément, il y a ce point de contact entre le Yémen et la Corne de l'Afrique. Vous savez, c'est là où les Houthis envoient des missiles en ce moment là. Pendant un temps, ils arrêtaient tous les cargos qui venaient là, Ikea, ils n'arrivaient plus à livrer leurs magasins, tout ça. Bon. Et donc, les Sabéens s'étaient implantés de l'autre côté de la mer Érythrée, donc de la mer Rouge, dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Éthiopie, si vous voulez. Et donc, ils avaient des temples, hein, des sanctuaires. On a 3 sanctuaires avec consacrés à Pardon, la excusez-moi. divinité principale. Oui, il y a une question. Oui, oui, c'est une question complètement annexe, mais c'est écrit dans les deux sens. C'est boustrophédon, ce Alors, qu'on appelle un oui, boustrophédon. j'y viens. François pose une Ah, question pardon, sur le pardon. boustrophédon, voilà. Et donc, cette écriture-là est à l'origine donc de l'écriture éthiopienne. L'écriture gaise va être une écriture syllabique, non pas alphabétique, mais qui va être basée sur un alphabet. Concrètement, on va prendre l'alphabet sabéen, l'alphabet sud-arabique, et chaque forme de lettre, vous voyez, le premier, votre aleph ici, on va le modifier pour dire ça, c'est la consonne et on va lui greffer une voyelle. Donc, c'est comme si vous prenez chaque consonne et vous lui greffez une voyelle. Et donc, ça va vous donner, vous allez changer un peu la forme de la consonne pour lui dire quelle voyelle suit. Et ça fait que si vous apprenez l'éthiopien, ce que je vous encourage à faire, eh ben, vous avez consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Donc, c'est super. Et évidemment, ça conforte comment dire, en plus, comment dire, ça a permis d'asseoir
les Éthiopiens savaient qu'ils descendaient d'une certaine manière, ne serait-ce que du point de vue de l'écriture, des Sabéens, puisqu'on a même des inscriptions trilingues. Au IVe siècle de notre ère, il y a une très belle inscription trilingue qui est à Aksum, où le roi d'Aksum, qui s'est converti au christianisme, mais il a fait cette stèle avant de se convertir au christianisme, au IVe siècle de notre ère, il a une stèle trilingue, enfin disons tri-alphabétique, on pourrait dire, un truc comme ça, ou tri-écriture, il écrit en sabéen, en écriture sabéenne, avec l'alphabet sabéen, dans une langue qui est une sorte de mauvais sabéen, qui est une sorte d'éthiopien, où on essaie d'écrire un peu sabéen, mais des gens qui maîtrisent mal. Ensuite, de l'éthiopien, vraiment, et puis de l'autre côté, du grec. Voilà. Donc on a, voilà, c'est pas comme la pierre de Rosette, mais enfin c'est quand même pas mal. Et donc voilà, donc les Éthiopiens eux-mêmes savaient, ou les Aksumites, devrais-je dire, savaient très bien que effectivement leur écriture dérivait et que leur langue même était proche de la langue sabéenne. Donc là, on est à un stade alphabétique, et donc vous pouvez comme ça vous amuser à lire assez facilement si vous apprenez l'alphabet. Le trait vertical, c'est un séparateur de mots. Donc là, vous avez un aleph, un lamed, là c'est un mem, là c'est un kof. Alors pensez à votre Q majuscule, vous savez, notre Q qui se fait avec un trait et un petit machin. Là, vous avez le trait au milieu avec un machin qui va à travers. Bon, sauf que là, on met au-dessus et en dessous parce qu'on trouve que c'est plus joli comme ça. Mais on voit la parenté avec le. Et ça, c'est un he. Mais donc évidemment le hé il est relevé, mais le hé chez nous il est baissé avec les trois traits. Enfin, je dis en paléo-hébreu. Et après en hébreu il y aura plus, il y aura même un deuxième jambage. Donc là c'est sûr qu'effectivement il faut le savoir. Et donc ça c'est le nom du dieu que l'on invoque. Alors pas le dieu qui est représenté là parce que ça c'est une dame qui est représentée là. Ça c'est une madame. Mais c'est une statue de, c'est vraiment un ex voto. On invoque, on demande la fertilité. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on les statues de femmes, on demande la fertilité. Et c'est ce qu'on va dire d'ailleurs sur l'inscription en dessous. Bon, soit on demande qu'elle puisse avoir des enfants, ou bien si elle a eu des enfants, on remercie parce qu'elle a eu des enfants. Donc soit on demande avant, soit on remercie après. Et voilà, c'est bien de remercier après aussi. Je sais que pareil, dans le christianisme aujourd'hui, il y a des gens ils aiment bien prier avant, et puis après ils oublient de dire merci après. Donc c'est voilà, bref. Donc et là on invoque la divinité, le Dieu. Ça c'est le nom du Dieu. Alors on ne sait pas comment le vocaliser puisqu'on a que les consonnes. Euh, les gens disent souvent Almaka. Quand on ne sait pas, on met que des A. Vous voyez, c'est souvent l'astuce. On dit Almaka. Mais probablement que Aleph la mettre devant, ça peut. Alors, soit ça peut être un article défini comme en arabe, mais s'agissant d'un dieu, c'est quand même tentant de lire Aleph la mettre Dieu, le dieu elle, donc il, elle. Donc il, et puis ensuite un substantif ou un verbe, muku, maka, donc il, muku, il maka, on ne sait pas qui c'est. Bref, c'est le dieu principal des Sabéens, en tout cas. Donc lui, on le trouve partout. Ce dieu-là, vous l'avez à tout bout de champ. Il y a 3 sanctuaires dans la région du Tigré, sans compter dans le royaume de Saba, etc. Donc, si vous regardez parmi les divinités, c'est pas le seul. Vous avez aussi le dieu Astar qui va donner Astarté, Ishtar. Enfin, disons, oui, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Les dieux, vous connaissez, ça vous dit quelque chose dans la Bible, Astarté, tout ça. Bon, c'est pas grave, mais c'est tombé. Voilà. Alors, lisez votre Bible et puis vous verrez. Voilà. Donc, est un dieu masculin mais qui devient féminin. C'est très, très moderne d'ailleurs, c'est très 21e siècle. Dire un dieu, on sait pas très bien si c'est un. Mais c'est comme le dieu solaire, cela dit. Il y a un truc à dire, parce que vous voyez, le dieu Shemesh, Shamash en akkadien, c'est un dieu masculin. Mais vous allez à Ougarit, Shaptun, c'est une divinité, le soleil, donc c'est une femme. Donc vous voyez, le soleil, homme ou femme, les deux, gender fluide, tout ça, c'est parfait. Donc vous voyez, on n'a rien inventé, il y a 3000 ans déjà. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que ça c'est du sabéen, et qu'il y a donc des dictionnaires de sabéen, que c'est une langue sémitique, ça devrait vous intéresser. Même si vous n'avez pas étudié le sabéen, le sud-arabique doit vous intéresser en plus en tant qu'hébraïsant, parce que le sud-arabique est la seule autre langue sémitique à préserver les trois sifflantes. Comme on fait un cours d'hébreu avancé, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'en hébreu, outre le samer, qui est le son est normal, vous avez le shin, qui est le son che normal, et vous avez le sin. Et ce signe, on en fait quoi? Et, on ne sait pas très bien quoi en faire de ce signe. Euh, D'abord, on voit bien que il a disparu de l'alphabet, puisqu'il n'y a pas de lettre signe en hébreu. On utilise le shin, mais on met un point d'un côté ou de l'autre. Mais la lettre elle-même, on n'a pas une lettre différente pour noter le signe. Donc déjà, on se dit il y a un problème. Alors qu'en sud-arabique, on a les trois. En sud-arabique, on a bien trois signes différents, trois graphèmes différents, trois lettres différentes visuellement, pour bien distinguer ces trois sons. C'est la seule langue sémitique qui va maintenir la distinction entre ces trois sons.
En hébreu, manifestement, dans l'alphabet hébreu, la distinction entre sin et shin a disparu, puisqu'on écrit la même, pas, comment dire, la distinction visuelle. Je veux dire, on n'a pas on ne distingue pas visuellement le sin. Voilà, je vais le dire autrement. On ne distingue pas visuellement le sin et le shin, mais on a continué à distinguer la prononciation, puisque même les massorètes le savent. Et les massorètes, ils ont vécu 1000 ans plus tard, hein. Donc 1000 ans plus tard, les massorètes, ils disent, ah, attendez, c'est pas la même chose. Moi, je mets un point à droite, je mets un point à gauche. C'est pas la même chose. Donc c'est quand même remarquable de dire qu'à l'oral, dans la prononciation, on a bien compris qu'il y avait, attention, deux phonèmes différents, euh, même s'il n'y a plus qu'un seul graphème. Euh, alors après, dans la prononciation effective, et on voit que la prononciation, on a du mal un peu à distinguer les deux. Et on voit notamment que le sin, dont la prononciation devait être plus proche du shin, puisqu'on s'est dit, tiens, j'ai pas de, vous voyez, imaginez, vous dites, tiens, je dois prononcer le son sin. Dans mon alphabet, je n'ai pas de lettre dédiée, donc je vais en choisir une, je vais choisir la plus proche. Et on a considéré que la plus proche, c'était le shin. Sauf qu'à un moment donné, on ne fait plus le même constat. Quand vous regardez les manuscrits de la mer morte, il y a des cas où, pour noter le sin, on se dit, tiens, je vais utiliser le samer. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le scribe ou le locuteur, il s'est dit, tiens, mais moi, dans mon alphabet, j'ai rien pour noter le sin. Qu'est-ce qui est le plus proche dans mon alphabet? La lettre samer. Donc, il a considéré que la lettre samer, qui correspond en principe à un S normal, quoi, était plus proche comme de la façon dont lui prononçait le sin que la lettre shin, qui est prononcé un che. Donc, on suppose que le shin, c'était une chuintante, che, que le samer, c'était une sifflante, S, et que le sin était quelque part entre les deux. Alors, où exactement? Où est-ce qu'on place le curseur? Il y a des hypothèses. On a proposé que ça pouvait être une latérale. Alors, pour prononcer une latérale, je ne sais pas le faire, hein, mais il faut mettre la langue pour que le son parte sur les côtés. Donc, ça fait une sorte de... Vous savez, comme des gens qui parlent un peu comme ça. Voilà. Il y a des gens qui proposent ça, que le sin se prononçait ce qui aujourd'hui serait fautif en français, hein. Quelqu'un qui parle comme ça, on va l'envoyer chez l'orthophoniste en disant non, tu sais pas parler. Mais c'est un son comme un autre. Et il y a des langues pour lesquelles c'est un son tout à fait identifié, qui veut dire quelque chose, qui n'est pas le même sens que d'autres sons, etc. Donc pourquoi pas? Ça pourrait donner un truc comme ça. Oui, Maintenant, tout ça est je peux. parfaitement artificiel. Je veux dire, on n'a aucune idée de la prononciation réelle des langues il y a des milliers d'années, hein. Alors, François, oui, Oui, oui. Je voulais vous dire, en népalais, cette distinction n'existe pas. Ils ont quelque chose qui est entre ce et che, quelque chose qui est ce. Et quand on regarde les transcriptions en caractère latin, on a tantôt che, tantôt ce. d'accord. Mais, Pour les villes, par exemple. Voilà. Et ah, donc, moi, enfin bon, je suis allé au Népal, et donc ça m'a frappé, justement, parce qu'il y a aussi l'épisode du shibboleth, parce que c'est le même mot, shibboleth et ciboulette. C'est oui, juste une alors, question de prononciation. je répète donc pour les étudiants présentiels. Donc, François dit qu'au Népal, il y a un son aussi un peu intermédiaire, sorte de comme ça, et que quand on transcrit en latin, tantôt c'est S, tantôt c'est che. Ce qui est assez classique. Alors, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Népal pour ça, il suffit de voir la transcription grecque, hein. Regardez concrètement comment c'est noté en grec, justement, où on va avoir les mêmes problèmes. C'est que vous avez des dialectes grecs anciens où on garde des chointantes, et puis après, le grec perd la chointante, donc tout est noté avec un sigma, donc voilà, tout est réduit. Et puis, François évoque l'épisode du shibboleth, cibolette dans la Bible, où on regarde comment les gens prononcent en disant, tiens, toi, je sais que tu viens de tel endroit parce que tu prononces pas de la même manière. C'est effectivement exactement ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire de dire qu'il y a la réalisation concrète de ces phonèmes, on les connaît pas bien. Je signale qu'en arabe, les gens souvent vont dire, bah, on va aller voir du côté de l'arabe puisque c'est une langue moderne, elle est parlée. Sauf que précisément, alors en arabe, ce qui est che devient s. Enfin, disons ce que nous on pense être un che dans l'Antiquité est prononcé s. Et parfois il y a les deux. Par exemple, le soleil se dit shams en arabe. Alors que pourtant, c'est très clair que c'est deux fois la même consonne, c'est deux chines, et ça on l'a parce qu'on a shamash en acadien, on a, etc. Ouais. Donc et là, donc shams, bon, bah alors choisissez laquelle des deux. Donc voilà, donc moi je n'ai pas la prétention, comme je le répète souvent, de savoir comment les gens prononçaient effectivement ces langues il y a 3000 ans.
peu importe d'une certaine manière, vous voyez. Donc du coup, en sud-arabique, d'ailleurs, les gens ont décidé d'appeler ces trois lettres, d'appeler S1, S2, S3. C'est c'est comme ça que vous verrez dans les transcriptions en sud-arabique. Nos collègues, les sud-arabisants, disent, on n'a aucune idée, il y a trois S différents entre le shin, le sin, le samer, S1, S2, S3. Comment c'était prononcé concrètement? On va pas faire de jaloux on va pas d'ennui. Donc on les note comme ça. Mais en tout cas, notez que le sud-arabique est intéressant de ce point de vue-là. Pour ce qui est donc de la distinction des différentes consonnes. Et puis, un dernier petit détail avant de revenir au terme qui nous intéresse. Quand je vous montrais les photos tout à l'heure, justement par rapport à l'alphabet et à l'évolution de l'alphabet et au lien qu'on peut faire avec l'alphabet paléo-hébreu, il y a aussi un élément intéressant qui est sur la question de l'orientation du sens d'écriture. Est-ce que le texte est écrit de gauche à droite ou de droite à gauche? Là, vous voyez, cette ligne-là, elle se lit de gauche à droite. Et on le voit parce que vous voyez, le L, il pointe vers l'avant et les pointes du M sont vers l'avant, etc., etc. Donc là, on est très content. Mais si vous regardez la ligne d'en dessous, vous regardez que vous avez pourtant les mêmes lettres. Vous voyez là, le M qui ressemble à un B, vous l'avez à la ligne d'en dessous, mais il est orienté de l'autre côté. Pareil, le L que vous avez ici, vous l'avez de l'autre côté, la ligne d'en dessous, mais orienté de l'autre côté. Donc la ligne d'en dessous, elle s'écrit de droite à gauche. Et donc on se dit, bah alors il faut savoir, ça s'écrit de droite à gauche ou de gauche à droite? Parce que là, j'ai deux lignes et une de chaque côté. Et donc, ça pose la question du sens. Nous, on apprend l'hébreu de droite à gauche, alors que le français s'écrit de gauche à droite. Donc, on se dit, voilà, c'est comme ça, de toute éternité. Les dieux ont décidé que le français s'écrirait dans un sens et l'hébreu dans l'autre. Et en fait, la réalité, c'est que c'est pas du tout le cas. On a des textes qui s'écrivent tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Pas que le cas des langues sémitiques, hein, les inscriptions latines l'orientation du latin dans l'Antiquité de gauche à droite se stabilise pas avant le deuxième ou premier siècle avant notre ère. Donc, si vous regardez les inscriptions latines, troisième, quatrième, cinquième siècle, vous allez voir la pierre noire, enfin vous avez toutes les plus anciennes inscriptions latines à Rome, et tout ça. Vous verrez que d'abord ça ressemble pas du tout à l'alphabet latin que nous on connaît. Si je vous montre le truc, si on va à Rome et que je vous montre ça, je vous dis c'est du latin, vous allez me dire ah ouais, il est encore en train de nous charrier, l'anglais il est pénible, il peut jamais être sérieux. Bon, et donc, si, c'est bien du latin. Et l'orientation des lignes fluctue. On a la même chose donc pour les langues sémitiques, à Ougarit, au XIIIe siècle avant notre ère. On n'est pas toujours sûr de l'orientation des. Même si globalement ça s'écrit plutôt de gauche à droite, on a parfois de droite à gauche. La même chose, même à Jérusalem. Il y a une inscription sur jarre gravée avant, donc incisée avant cuisson, qui a été découverte il y a une dizaine d'années, qui date du Xe siècle avant notre ère. On ne sait pas dans quel sens il faut la lire. Il y a des articles qui ont été publiés. Et puis, non, il y a quelqu'un qui a dit ça. Voilà ce qu'il faut lire. Et il y a quelqu'un qui est arrivé derrière. Ah non, non, non. En fait, ça se lit dans l'autre sens. C'est une. Enfin bref. Bon. Là, on a les deux. Et l'inscription elle est très bien préservée. Et donc, elle se lit assez facilement. Et en fait, on se rend compte aussi qu'il y a des langues qui ont décidé de ne pas choisir entre les deux sens et d'adopter les deux, comme vous voulez, ou même plus précisément d'alterner une ligne sur deux. Et c'est ce qu'on appelle l'écriture en boustrophédon. C'est un mot grec, boustrophédon, c'est-à-dire le bœuf qui laboure un champ. Donc, pensez, je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion, mais vous avez un bœuf qui laboure un champ, il fait son sillon, il arrive au bout du sillon, et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour, et le sillon d'après, il le fait dans l'autre sens. Et donc là, c'est pareil. Alors ça se justifie quand vous avez des longues inscriptions, hein, quelqu'un qui va écrire toute une longue phrase. Imaginez, vous avez une longue feuille de papier, vous arrivez tout au bout, eh bien, vous êtes paresseux, vous dites, je vais pas lever mon stylo, revenir au point de départ et faire l'autre ligne dans le même sens. Eh ben non, la ligne suivante, je la fais dans l'autre sens. Et donc voilà, une ligne de gauche à droite, la ligne suivante de droite à gauche, la ligne suivante de gauche à droite, et on alterne comme ça. Donc c'est une écriture en boustrophédon, boustrophédon, ce qui est très classique. Le sabéen, enfin, le sud-arabique, de manière générale, s'écrit en boustrophédon. Quand vous avez l'écriture sur des inscriptions sur plusieurs lignes, c'est tout à fait classique. Voilà. Alors donc maintenant, j'en viens à notre terme qui nous intéresse, cette petite parenthèse, mais qui n'est pas inutile pour que vous puissiez resituer l'hébreu dans l'ensemble des langues sémitiques et surtout que vous puissiez travailler efficacement quand vous faites ce type de travail sur l'hébreu ancien, quand on tombe sur un impact, sur un mot, voire un mot qu'on n'a pas du tout. Là, par exemple, ce mot-là qu'on a sur cet ostracone, il se trouve qu'il est attesté une ou deux fois en hébreu biblique, mais moi, en travaillant sur les ostracas là qu'on va publier, on est tombé parfois sur des mots qui sont nulle part attestés en hébreu. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Voilà, on va chercher là où on peut. Et en l'occurrence, le mot ici est attesté donc en sabéen. Donc le samer, c'est le troisième S en sabéen. Donc samer lamed aleph.
Et donc, on nous donne des occurrences. Vous avez des abréviations dans des corpus, hein. Le C, c'est le Corpus Inscriptionum Semiticarum, le corpus des inscriptions sémitiques. Donc, un grand projet lancé par Ernest Renan à la fin du 19e siècle. Et donc, voilà, on fait travailler les plus brillants spécialistes de langue sémitique dessus. On a publié des volumes en latin. Le projet existe encore. Je suis d'ailleurs auxiliaire de l'Académie chargé de travailler sur le corpus Inscriptionum Semiticarum, vous voyez. Ça existe encore. Et donc, ce travail que je fais sur les ostracas s'inscrit dans cette lignée. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'inscriptions et on nous dit que c'est dans un cadre juridique, J comme juridique. Toutes les abréviations, vous les avez au début des dictionnaires, hein. Ça, ça, voilà, même si vous savez pas, vous allez voir, on vous le dit. Et là, on vous le dit, alors c'est bien parce que c'est un dictionnaire qui est en deux langues, en anglais et en français. Donc, on vous dit make over, hand over, something, et en français, en bon français, transférer ou remettre à quelqu'un. Voilà. Et on vous le dit aussi en arabe, donc c'est très bien. Donc, voilà, donc l'idée est donc de transférer ou de remettre. Je précise qu'en arabe, y compris en arabe moderne, on utilise la racine shin lamed même. Pour les étudiants qu'on suivait le cours juste avant, c'est la racine shin lamed même. Donc on va dire, on va finalement compenser, remettre, etc. Mais ça, c'est là, je parle d'arabe moderne. Donc je me dépêche de refermer la parenthèse parce que si je commence à faire. Mais vous savez, des fois, il y a des séries télé comme ça où il y a des épisodes où il y a deux séries télé, mais il y a des personnages d'une série télé qui apparaissent dans l'autre série télé et croisés. Moi, je fais pareil dans mes cours. En fait, il y a ceux qui ont suivi un cours, ceux qui suivent l'autre cours, et ceux qui suivent les deux cours peuvent comme ça profiter de ce petit clin d'œil. Bon, bref. Euh, donc voilà. L'idée, donc, transférer, remettre à quelqu'un. Ah, ben, c'est formidable. Ça marche très bien aussi dans notre cas. En tout cas, il y a l'idée aussi, donc j'ai une quantité, une marchandise que je vais remettre à quelqu'un, transférer à quelqu'un. Alors, ça peut être en paiement de quelque chose. De fait, on disait tout à l'heure, j'ai du Beaujolais ou des rideaux ou je sais pas quoi. Bref, il va y avoir une transaction commerciale. Donc ça peut se faire dans le cas d'une. Mais en tout cas, il y a l'idée effectivement de transférer ou de remettre à quelqu'un. Donc sur cette base-là, je me sens un peu plus confiant dans l'idée que ça peut être un sens possible ici, que c'est pas totalement délirant de traduire ce verbe ici. Donc on va le traduire par transférer, voilà, de façon très neutre, ou remettre, allez, on va dire remettre, mais ça peut être remettre en paiement, en rémunération, en taxation, etc. Remettre, c'est pas mal. Donc voilà, on peut raisonnablement proposer ce sens-là pour cette racine dans ce texte, et on va voir que ça colle bien avec le contexte. La question qui reste, c'est ce hé qui est avant. Alors, une des possibilités qui a été proposée par l'étudiante qui avait lu le texte hier, c'est de dire c'est un hé interrogatif. C'est possible. Ça peut être un réinterrogatif. Donc, à ce moment-là, on aurait le verbe sala plus ta à la fin. Et est-ce que, donc, et est-ce que tu as remis, et puis on va voir la suite. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Euh, et à ce moment-là, on est sur le mode interrogatif. Donc, j'écris une lettre pour poser la question de savoir est-ce que tu as bien remis. Je t'avais demandé, par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui dit je t'avais demandé de remettre telle somme ou telle chose à quelqu'un. Est-ce que tu l'as fait? Ça, c'est une possibilité. C'est la suite du texte qui pourra nous le dire. Euh, à ce moment-là, si c'est un hé interrogatif, est-ce que vous savez comment on vocalise le hé interrogatif? Atef pata. Très bien. Donc, normalement, la conjonction vave, on lui met un schwa. Le hé interrogatif, on met un ratef patar. Et ensuite, reste à savoir quel shem on va appliquer. Alors, donc, kal, nifal, piel, poal, ipel, ifil, ofal, vous avez des préférences, on va choisir. Cal, Et- cal, alors, on me propose le cal, j'entends dans mon oreille qu'on propose le cal, bon, très bien. Si c'est, alors, avec trois kamets, avec trois kamets. avec trois kamets. Avec trois kamets. Alors, pourquoi est-ce qu'on mettrait trois kamets? Alors, d'abord, si vous reprenez votre modèle Katal ou Katav, hein, Katav, Katafti, Katafta, etc. Normalement, ah oui, c'est Katal que vous utilisez. Ou tu es. Bon, bref. Alors, donc, normalement, le Katal, c'est un Kametz, un Patar, un Shfa et un Tav à la fin. Et avec un Kametz à la fin. Voilà. Qui ne prend pas Mais l'accent. il y a- Hein, puisque c'est la med.
la postformante de type consonne-voyelle ne prend pas l'accent. Donc l'accent va rester ici. Donc vous avez, si c'est troisième masculin, c'est catal, hein, catal, très bien, on part de la forme catal. La dernière syllabe est accentuée. Et par-dessus, vous allez mettre votre postformante ta, deuxième masculin singulier, qui ne prend pas l'accent. Et le lamed, évidemment, on va lui mettre un schwa, parce qu'une consonne en milieu de mot, elle ne peut pas rester sans rien. Donc ça fait catalta. Donc là, on voudrait faire ça, en C'est un fait. lamelle. On voudrait, sur la base de catalta, on voudrait mettre, si je recopie ça, ça ferait ça, là, ta. C'est ça qu'on mettrait, hein. Si j'applique le modèle, ça me donne quelque chose comme ça, là, ta. Mais C'est un lamed Aleph. François nous propose de mettre un kametz sous le lamed. Alors pourquoi? Ben, c'est un verbe lamed Aleph. Un verbe lamed Donc, aleph, c'est vrai. il a une vocalisation légèrement différente, puisqu'on ne peut pas. En fait, j'ai suivi un modèle. Ah, c'est le modèle, Je très bien. Mais non, mais l'avoue. François, c'est bien. Il est allé voir dans sa grammaire et sa grammaire lui dit que pour les Et verbes voilà. lamed aleph, c'est comme ça qu'il faut vocaliser. Alors effectivement, donc si vous faites ça, ben, c'est bien, le problème est réglé. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien comprendre pourquoi c'est comme ça et pas juste sur un paradigme, en fait, ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est que le aleph ici, qui est donc un coup de glotte, hein, normalement, c'est une consonne qui consiste en un coup de glotte. Donc euh, en début de syllabe, il n'y a pas de problème. Ah, ah, je bloque le passage de l'air. Ah, et j'ouvre la bouche, enfin, j'ouvre la gorge, et tac, ça sort. Mais en fin de syllabe, c'est plus compliqué. Ah, je peux bloquer, hein, on peut le faire. Mais comme on a tendance à être feignant, on se dit, est-ce que vraiment je vais m'embêter ça là, ça. Oui, on peut le faire, mais bon, est-ce que vraiment quand on parle vite, voilà, on a toujours tendance à bouffer un peu la moitié des choses, et c'est ce qui va se passer. Donc en fait, concrètement, un aleph qui est censé fermer une syllabe, et ben en fait, il ferme rien du tout. Il tombe, il s'affaiblit. Il y a ce qu'on appelle un amuissement du aleph. En fait, on ne le, voilà, il ne joue plus son rôle, il disparaît, il s'affaiblit, on ne le prononce plus. Et c'est comme s'il n'existait plus. Et donc, au lieu de dire salata, on va dire salata. Voilà. En restant ouvert, salata. Et donc, à partir du moment où mon A est en syllabe non plus fermée, mais ouverte, un A en syllabe ouverte, il s'écrit kametz. Donc ça, c'est une règle générale en anglais que je vous avais déjà donnée. Et le, le A, en syllabe fermée, se note patar, en syllabe ouverte, se note kametz. Donc à partir du moment où le aleph n'est plus prononcé, on dit qu'il est devenu quiescent. À partir du moment où le aleph est devenu quiescent, on considère que la syllabe est ouverte. Et donc, comme la syllabe est ouverte, le A va s'écrire non pas patar, mais kametz. Donc ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, le aleph étant devenu quiescent, on n'est plus obligé de lui mettre un schwa. Vous voyez, là, normalement, dans le modèle, dans votre schème, votre paradigme, katalta, le lamed, il a un schwa. Hein, la troisième radicale, on lui met un schwa, mais parce que c'est une consonne. Là, le aleph n'est plus considéré comme une consonne. Plus considéré comme une consonne. Il y en a même qui diraient que c'est une mère de lecture. Non, c'est pas vraiment une mère de lecture. En fait, il fait partie de la racine. Mais il est devenu quiescent, donc il a une fonction de voyelle, de fait. Voilà. Vous pouvez vous dire que c'est une voyelle, et donc une voyelle, on lui met pas de schwa. Et puis, troisième conséquence, le ta ici, la postformante, vous voyez, dans votre modèle, le ta, vous lui mettez un dagesh. Katal ta, vous mettez un dagesh. Ça, c'est la règle des bégat kefat. Vous vous souvenez, les bégat kefat, ce sont ces 6 consonnes qui ont une double prononciation occlusive fricative. Elles sont occlusives euh, euh, lorsqu'elles ne sont pas précédées d'un élément vocalique. Et si elles sont précédées d'un élément vocalique, elles sont fricatives. Alors, on ne ferme pas totalement le passage de l'air. Et donc, on ne leur met pas de dagesh. On leur met un dagesh léger quand elles sont occlusives. Et quand elles sont fricatives, on ne leur met pas de dagesh léger. On leur met un petit rafé, un petit trait horizontal au-dessus. Ça, c'est dans les manuscrits. Mais dans les éditions imprimées, on est même un peu feignant, on ne met rien du tout. Donc, effectivement, katal ta, normalement, mon ta, la lettre T, qui est une bégat kefat, elle n'est pas précédée d'un élément vocalique. Elle suit directement la consonne lamed. Donc, on va lui mettre un dagesh.
Mais là, la chose est différente, puisqu'on vient de dire que le Aleph n'est plus prononcé. Donc le ta, il n'est pas précédé d'une consonne. Le Aleph n'est plus consonne. C'est une voyelle A. Il est précédé d'un élément vocalique, donc je ne lui mets pas de dagesh. Donc je vais l'écrire comme ça. Salata. Donc c'est la forme que vous trouverez effectivement dans vos paradigmes, dans votre grammaire préférée, jouons, ou je ne sais pas laquelle vous aimez, mais en tout cas voilà. Donc ça, c'est, vous verrez effectivement que les verbes troisième Aleph vont être vocalisés comme ça. Salata. Donc ça, c'est la possibilité si c'est du cal. Mais est-ce que c'est du cal? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, si on regarde dans les maigres occurrences qu'on avait dans la Bible, le verbe sala, on nous dit, tiens, j'ai du participe au poil, et vous vous souvenez qu'il y avait une forme associée qui était avec un he, qu'on trouvait une seule fois dans... euh, alors c'est autre chose, ça veut dire mépriser, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Deux, euh, qui est au poil à nouveau. Vous voyez, tessoulé, dans le fameux passage de Job. Voilà. Donc, on a du poil, et là, avec un aleph, voilà, on a également du poil, participe poil. Donc, les deux occurrences, ou l'occurrence et demie, on va dire, dans la Bible, hein, il y a quand même deux, on va dire, les deux, voilà, deux passages de la Bible, nous disent que c'est du poil dans les deux cas. En tout cas, la voix passive, évidemment, mais le poil étant la voix passive du piel. Donc, ici, euh, à supposer que ce soit la voix active, hein, on a traduit du cal, pour l'instant on verra si le contexte veut une voix passive, mais si c'est la voix active, ça pourrait être du PL, du coup. Euh, c'est d'autant plus possible que cette racine-là existe. Il y a des termes qui sont issus de cette racine en hébreu qui ne nous aident pas beaucoup parce que c'est des prénoms. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est utilisé comme prénom. Et le prénom qu'on trouve, c'est Sallou. Euh, Et Salou, vous remarquez qu'il est écrit comme ceci avec un dégage dans le lamelle. Alors, on a aussi Salou écrit sans. Voilà. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais Salou écrit comme ça. Un Shem Katoul, c'est du passif du cal. Donc, si c'est écrit, si vous écrivez Salou comme ça, c'est un Shem qui est un passif du cal. Alors que si vous l'écrivez Salou avec un dégage dans le lamelle, c'est une gémination. Donc, c'est une conjugaison géminée. En tout cas, si on part de l'idée que ça pourrait être aussi une conjugaison dérivée d'une forme géminée, donc si c'est on va dire une forme géminée, donc on appelle le PL, on peut imaginer qu'il faille le vocaliser donc comme un PL. Alors, là encore, le PL, bah, si je reprends mon schème, c'est kittel, hein, vous connaissez la conjugaison du PL, dagesh, kittel, en sachant que le E n'est pas la vraie voyelle primitive, la vraie voyelle c'est un A. D'ailleurs, vous avez parfois la forme kittal ou kittel. Et c'est en tous les cas le A que vous allez retrouver quand vous aurez les postformantes. Donc, vous allez dire kittalti. Donc, vous avez kittal, kittalti, kittalta. Donc là, pareil, vous allez mettre votre ta à la fin qui ne prendra pas l'accent. Donc, vous aurez kittalta, si c'est du PL. Donc, si c'est du PL, ben, on va faire pareil, on va faire donc je vais mettre un chirek, un dagesh, un patar, l'accent, un shva, un dagesh et le ta derrière. Ça, c'est la forme que je voudrais avoir. Si la ta, ça c'est la forme que je voudrais avoir, mais évidemment, on va avoir les mêmes problèmes que tout à l'heure, puisque ça ne va que pour une racine forte, avec des consonnes qui sont fortes. Le aleph, lui, va s'affaiblir. Donc je vais avoir de nouveau le même problème. Donc c'est la même chose qu'au-dessus. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que le Aleph ne va pas, il va pas avoir de dagesh, donc je vais lui enlever son shfa, pardon. Il n'aura pas de shfa, le tav n'aura pas de dagesh, et le patar ne va pas rester. Je vais soit mettre de nouveau un kamet, donc je vais avoir quelque chose comme si la ta, ou bien ce qu'on observe quand même en hébreu biblique, puisque quand même on dit c'est quand même du piel, ce serait quand même bien d'avoir une voyelle un peu plus proche du piel, et là on va mettre le tséré, si l'état. Donc ça,
vous allez trouver des choses comme ça dans la Bible. Je ne vais pas vérifier, mais on peut regarder tout de suite. Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a des verbes à troisième faible conjugués au PL dans la Bible? T'es malé, oui, bah c'est bien, mais ça c'est l'inaccompli, ça m'intéresse pas. C'est l'inaccompli, malé, 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 bon, très bien. J'aurais bien aimé avoir autre chose que ça. Attendez, donc déjà je vais mettre à l'accompli. On va voir si on a. Je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup à se mettre sous la dent. Et ce serait bien d'avoir quand même à la deuxième. Alors vous avez milleti, vous voyez, par exemple ici, vous avez milleti, milleta, vous voyez. Donc le verbe malé, c'est être plein, hein. Donc voilà, milleta, etc., etc. Milleta encore, bon, c'est beaucoup. Vous avez riteta, vous connaissez la racine, hein, rata, qui veut dire passer, être à côté, hein, j'ai manqué, et donc qu'on va utiliser qui veut dire le péché, hein, ratat, etc. Et en particulier l'idée d'expier le péché, etc. Bon, voilà. Donc riteta, milleta, etc. Donc silleta, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est probablement ce qu'on va avoir, ce qu'on attendrait en tout cas. Donc ça, c'est une autre possibilité. Euh, Ce serait d'avoir donc le PL. Euh, et puis encore une autre possibilité encore, c'est si le hé devant n'est pas un hé interrogatif. C'est un ifil. Si, voilà, donc effectivement, si le hé devant n'est pas un hé interrogatif, il fait partie de la conjugaison. On connaît des conjugaisons, où il y a un hé en préformante, c'est le ifil. Donc là, on a la possibilité que ce soit un ifil, et à ce moment-là, le hé fait partie de la préformante. Donc, vous reprenez votre paradigme, vous conjuguez hic-talti, hic-talta. Très bien. Donc, hic-talta, ça c'est votre modèle, pardon. Et vous allez le coller sur la racine qui nous intéresse. Et ça va faire quelque chose comme his, la, ta. His, la, ta. Donc ça, c'est ce qu'on aurait si on mettait, si on appliquait le modèle. Et puis ensuite, on va avoir les mêmes problèmes que d'habitude. C'est un verbe à troisième aleph. Donc le aleph en fin de consonne, Samui devient quiescent, on ne le prononce plus. Donc le dagesh dans le tav va tomber. Et je ne vais pas pouvoir garder un patar. Et donc va se poser la question de dire, bon, est-ce que je passe à un kametz, tout simplement, voilà, le A, je garde le A mais en kametz, ou bien est-ce que je me dis, oui, c'est quand même du hifil, hiktil, donc j'aimerais quand même une voyelle un peu autre, et peut-être j'aurais hisleta, ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai trouvé, oui. Alors du coup, bah pareil, une fois qu'on s'est amusé à faire ça, on se dit, je vais vérifier si je dis pas trop de bêtises, et du coup, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme verbe, si on a des verbes au fil à l'accompli. Si possible, voilà, vous avez hotseti, par exemple, à la première personne du singulier. Alors bon, c'est le verbe yatsa, hein, donc il y a un autre problème avec yatsa, c'est que c'est un verbe peyode, qui est en fait un verbe pévav, et que vous retrouvez le vav, etc. Mais sinon, vous voyez que vous aurez un tséré. Et Veta, bon, après, il y a beaucoup de verbes faibles. J'aurais bien aimé vous donner un verbe fort, mais bon, on n'a pas grand-chose, hein, je suis pas sûr. Je vais regarder juste vite fait quelles sont les racines qu'il m'a trouvées. Euh, Ravo, J'ai trouvé Rata, Matza. Yatsa. Alors J'ai trouvé Matza. Matza. Alors effectivement, ça peut être bien. Si on trouve Matza, on sera content. On peut essayer avec ça directement. Alors on a Himtsiu, bon, voilà, Himtsita. Là, on a Himtsiti. Alors, et là, du coup, euh, ou- euh, mais oui, mais maths. Ah oui, bon, d'accord, ok. Donc, là, carrément, on est passé à la voyelle I. Himsiti ra. Alors, je me demande si c'est pas parce qu'en fait, il y a le ra derrière qui fait décaler l'accent d'un cran et on aurait un I, du coup. Voilà, on a mis une J'ai voyelle I, trouvé en tout cas. Imseta. J'ai trouvé Imseta Imseta, vous avez trouvé? Bah, dans une grammaire, oui. dans une grammaire. Alors, attendez, parce que là, euh, c'est bizarre parce que là, je le vois pas dans. Alors, à moins que ce soit un vécatal. euh,
Non, pas dans la Bible hébraïque. Donc je sais pas si vous avez trouvé Intseta, mais Bon, vous l'avez c'est une trouvé dans la grammaire alors. Bible, Non, non, dans une grammaire, j'ai trouvé ça. dans une grammaire. Ouais. Ah, mais dans un Je me- paradigme. Oui, oui, Ah oui, c'est ça. Alors effectivement, les paradigmes, quand on fait des faut remettre paradigmes, ça. on complète avec des formes qui n'existent pas et qu'on suppose. Moi, j'ai fait des D'accord. paradigmes. Non, mais oui, j'ai préparé, par exemple, pour l'araméen, j'ai préparé tout un tas de paradigmes avec tous les verbes, toutes les catégories de verbes faibles, mais j'ai utilisé des codes de couleur pour indiquer les cas où la forme, je choisis un verbe, effectivement, on va prendre un verbe pour le modèle comme catal, etc. Bon, toutes les formes n'existent pas forcément, mais je peux dire je n'ai pas cette forme-là pour ce verbe-là, mais j'ai exactement la même pour un autre verbe. Donc je reconstruis la forme, mais je suis à peu près sûr de moi. Et il y a des cas où on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent, mais sur la base d'autres choses ou de verbes faibles, mais pareil, on reconstruit, etc. Et je pense que ce serait bien que les grammaires prennent l'habitude d'indiquer, soit par des codes de couleur ou par des doubles astérisques ou des machins comme ça, en disant ça, c'est une forme reconstruite qui n'est effectivement pas attestée. Bref, voilà. Donc, toujours est-il que, voilà, on va dire qu'on va vocaliser his l'état, parce que bon, ça a des chances d'être. Mais après, voilà, moi, je suis pas massorette, donc si vous tombez sur un massorette qui fait. Puis les massorettes, ils vocalisent pas tous de la même manière, en plus, hein, on le voit bien quand on compare les différents manuscrits massorétiques. Là, par exemple, ces dernières années, on a discuté beaucoup du Codex Sassoon parce qu'il était vendu aux enchères, je sais plus combien, 30 millions de dollars, tout ça. Donc, c'est le livre le plus cher de tous les temps de machin. Donc, une Bible hébraïque qui a été achetée, qui est au musée à l'université de Tel Aviv, qui donc est exposé maintenant. Il a été acheté par quelqu'un qui en a fait don à l'université de Tel Aviv. 30 millions, faut quand même faut les avoir, les sous. Et donc, c'est un manuscrit du Xe siècle, plus ancien que le Codex de Léningrad. Simplement, il lui manque quelques folios. Donc, et puis en plus de ça, il est assez ancien et on voit qu'on est avant que le texte de Baracher s'impose comme étant le texte officiel. Le texte de Baracher, c'est le Codex d'Alep, qui est recopié sur le Codex de Léningrad. Et c'est pour ça qu'on utilise le Codex de Léningrad comme référence. À la fois, c'est la Bible la plus ancienne et qui est complète vraiment, à laquelle il manque rien, alors qu'à Alep, il lui manque tout le Pentateuque pratiquement, Sassoun, il manque des folios. Mais Sassoun, disons, est intéressant précisément parce que c'est un texte qui n'est pas encore aligné. La vocalisation massorétique n'est pas encore alignée. Donc ça montre bien que même à l'époque, il y avait des débats. Voilà. Donc c'est aussi pour dire que la vocalisation massorétique, faut pas non plus imaginer qu'elle est tombée du ciel et qu'il n'y en a qu'une seule et qu'elle est unique. Il y avait des familles, justement, entre la famille Baracher, la famille Bar Neftali ou Ben Neftali. Enfin, c'était déjà deux familles. Et puis en plus de ces deux familles-là, il y avait des gens qui étaient encore un peu à côté. Et le Codex Sassoun, il dit, moi, je vote ni Ben Hacher ni Ben Neftali. Moi, je réfléchis par moi-même. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que vous pourrez trouver Hisleti ou Hisliti éventuellement. Euh, Là, voilà, moi je mets inséré. Bon, tout ça c'est hypothétique évidemment, mais ça peut être une possibilité donc de le mettre au Ishil dans ce cas-là. Euh, voilà. À ce stade, on peut pas dire beaucoup plus parce qu'il faut avancer dans le texte pour comprendre dans le contexte si on va plutôt privilégier une solution plutôt qu'une autre. Mais déjà, est-ce que c'est bon pour vous, ces petites manips de vocalisation, tout ça? C'est bien? Ça vous fait réviser un petit peu vos... Donc, on revient à notre texte. Parfait. Si c'est bon pour vous, où est-ce qu'on en était? Bon, bah, je vais refermer ça. Euh, donc, on dit voilà, Veata matzachen beinecha, donc, et voici, il a trouvé grâce à tes yeux. V, et tu as, ou est-ce que tu as remis, quelque chose comme ça, hein. On va voir comment on le traduit exactement. Et ensuite, on arrive à la ligne 5. Euh, Quelqu'un veut nous lire la ligne 5? Ou le... Oui, toute la ligne 5 peut-être, ou au moins le début de la ligne 5. Les candidats? Non? Oui, éventuellement, s'il n'y a Allez, personne. François, on vous écoute. Oui, s'il n'y a personne. Donc, Li, Romer, Ritim. Alors, lis Homer Hittim. Alors, je vais l'écrire à l'écran, comme ça on verra bien. Alors, hop, hop, hop. Euh, Déjà, je vais recopier le texte. Vérifie que j'ai bien. Je vais regarder la photo. J'ai bien connu ça. Donc, voyez, vous avez Lamed Yod avec un petit point. Vous avez le Chet ici comme ça. Vous avez le même, la petite vague avec le trait en dessous. Vous voyez, quand c'est B1, le trait il est accolé.
vous avez le resh, le point. Ah oui, le point, je ne l'ai pas noté là. Hop, attendez, hop, je vais le noter. Point de séparation. Et puis ensuite, vous avez de nouveau un chet. Vous avez un tête ici. Je ne sais pas si on a eu avant des têtes, hein. Le tête, il est marrant, hein. C'est deux parenthèses avec une croix à l'intérieur. Donc le tête, il faut partir de l'idée que c'est comme un tave, peut-être une croix à l'intérieur comme le tave, mais avec soit un cercle tout autour, soit deux parenthèses. Donc soit il est fermé, soit il est ouvert. Euh, alors c'est sûr que vu comme ça, vous dites quel rapport avec le tête tel que nous on le fait, mais en fait il faut comprendre que quand vous faites le tête, en fait c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va avoir des têtes qui sont faits. Oh là, là, je sais pas comment vous dessinez ça. Si, je vais essayer de dessiner comme ça. Alors, faut pas vous foutre de moi, hein. Mais donc, vous avez une croix avec un cercle, comme ça va, vous voyez. Bon, ou bien, des fois, ça va être un peu ouvert, comme ça, voilà. La croix, des fois, elle ressemble à un plus, mais ça, c'est quand même assez rare, c'est pas très bien fait. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que parfois, on va tendance à faire toucher les deux, comme ça. Ce qui fait que on va pouvoir le faire en levant moins, parce que vous savez, c'est toujours le principe de l'économie. On essaie de faire le moins de traits possible. Donc après, je vais pouvoir faire un truc, tac, comme ça, et tac, comme ça. Vous voyez? Et après, je vais même pouvoir le faire sans lever. Je vais faire hop, tac, et je vais partir, et je vais revenir, et je vais faire ça. Et ça fait un petit Pac-Man, là, comme ça. Et après, à un moment donné, je vais encore simplifier, et ça va me faire un truc ouvert avec un truc comme ça. Et là, vous retrouvez le tête que vous connaissez. Et je vois que vous souriez. Je dis, ah, ça y est, ils sont contents. Ils disent, ouf, ça y est. Bon. Mais c'est vrai. On se rend pas compte. On fait un tête comme ça, on apprend, on dit, voilà, on fait le tête comme ça. Mais en fait, voilà, il faut savoir que c'est ça l'évolution du. Bon, voilà. C'est pas bien dessiné, mais comme ça, au moins, vous avez, ça a le mérite d'être clair sur la façon dont on fait les choses. Donc, vous avez le tête, ici, là, vous voyez, qui ressemble à cette croix ou un petit peu tournée, donc ça fait un peu un plus, qui est le tave, hein, c'est parce que le, le tête, c'est un T emphatique. Et la croix, c'est le tave normal. Vous avez un T normal, T emphatique. C'est comme je veux être un T. Ah non, non, ça c'est un T, je vais l'entourer pour dire, attention, celui-là, il faut vraiment appuyer dessus. C'est intéressant de voir que même visuellement, on a la notion de dire, attention, c'est un pan, comme ça, là. Et puis ensuite, ici, vous avez le même. Voilà. Donc, puis ça, je sais pas si c'est un point, mais comme il y a plein de tâches partout, donc je sais pas s'il y a un point ou pas. En tout cas, voilà. Donc, on a cette phrase, ces mots-là, à la ligne 5. Euh, et donc, il va falloir essayer de déchiffrer, de savoir qu'est-ce qu'on va comprendre et du coup, comment on va le vocaliser. Alors, le premier mot, François, vous l'avez prononcé lit, je crois, c'est ça? Oui, oui, Alors, avec, c'est quoi ce lit? Ça veut dire quoi? pour moi, Oui. Ah, pour moi, d'accord. Donc, le lamed, c'est la préposition lamed, pour, avec à, vers, un Y dessous, oui. et, et le yod est le pronom suffixe première personne du singulier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on met comme voyelle dessous? Un Y, Un rirek, hein, on n'a pas beaucoup de choix, hein. Donc, oui. lit, pour moi, à moi. Ce qui veut dire, déjà, si on revient à la page d'avant, puisqu'on se posait la question déjà de la lecture, de dire, est-ce que tu as remis, hein, si on dit ha, si c'est un ha interrogatif, est-ce que tu as remis à moi quelque chose? On va voir ce qu'on a remis. Mmh. Et là, on se dit, il y a un problème, parce que euh, s'il me l'avait remis, je le saurais. Donc, si je, vous voyez ce que je veux dire? L'interrogation pose problème dans le contexte. Si je disais, est-ce que tu as remis je t'avais demandé par exemple de remettre au prince de telle ville telle chose, est-ce que tu l'as fait? Voilà. Ou je t'avais demandé de remettre aux soldats, par exemple, j'écris à un intendant d'une garnison militaire, est-ce que tu as remis à chacun sa paye? Tu vois, est-ce que tu l'as fait? Moi, je ne peux pas le savoir parce que je ne sais pas, il l'a fait et ça s'est fait là-bas. Mais là, si on dit, est-ce que tu as remis à moi quelque chose? Alors, ou bien j'ai Alzheimer et je me souviens plus. Je me souviens plus. Tu m'avais donné l'argent, tu m'avais payé pour le truc. Voilà, je m'en souviens. Voilà. Donc, ou bien j'ai un trou de mémoire et je te demande de me rafraîchir la mémoire, ce qui est quand même assez peu probable. Ou bien, en fait, le hé interrogatif est pas idéal dans le contexte et peut-être qu'il faut plutôt partir sur le i-fil. Voilà. Euh, et donc, à Oui. ce En moment-là, fait, oui, pardon, et donc à ce moment-là, on peut imaginer que ça va être donc le e-fil, de remettre, de faire être remis ou quelque chose comme ça. Enfin, après la nuance.
causative, elle va être difficile à déterminer parce que comme c'est un verbe que de toute façon on connaît pas bien. Donc, faire Mm. remettre, ou voilà, est-ce que tu as fait en sorte que ce soit remis, ou est-ce que tu as remis tout simplement. Bon, donc, et là, mais là, c'est pas l'interrogatif. On nous dit donc, et tu as remis, alors, on peut le traduire au passé, mais là, c'est un peu problématique. Dans le contexte, on peut se poser la question si c'est pas du vécatal, le fameux VAV consécutif. Un VAV consécutif, euh, euh, tu vas faire ceci. Mais peut-être qu'on dit tu l'as fait, hein. On verra dans le contexte, hein. Tu as remis à moi, ou bien il fait un constat, hein. Donc je te confirme, par exemple, oui, oui, tu m'as remis telle et telle chose. Évidemment, pas en main propre. On peut imaginer qu'un un responsable écrit à un autre responsable. Et évidemment, il a fait expédier par un transporteur, et c'est une façon de dire j'ai bien reçu. Tu m'as remis, tu m'as bien envoyé ça, je confirme, j'atteste, tu vois, voilà, on met par écrit une trace qu'il y a bien eu cette transaction. Donc, on va voir un peu comment on le traduit. Mais en tout cas, on va voir la suite du texte. Mais le fait qu'il y ait à moi ici, pour moi, euh, voilà, peut poser la question de dire le hé interrogatif est peut-être pas idéal. Oui, en fait, je m'étais appuyé sur le sens qui était donné de peser dans les dictionnaires. C'est pour ça que c'est est-ce que tu as pesé pour moi? Mais si effectivement, avec remettre, ça perd son sens, tout à fait. Oui, alors effectivement, À si ce on moment-là, part sur l'idée du sens pesé, hein, c'était la question qui était de dire, mais on avait vu dans le mmh, dictionnaire qu'il y avait aussi le sens pesé qui était évoqué. On peut dire, est-ce que tu as pesé pour moi? Auquel cas la chose aurait déjà été pesée, mais n'aurait pas encore été transportée. Donc ça, on pourrait mmh, imaginer ça. Mais sauf qu'effectivement, comme on l'a vu là, d'après l'usage du sabéen, peser, en plus, il y a déjà des verbes peser en hébreu, enfin, je veux dire concrètement. Donc, c'est pas, traduire par peser, c'est pas terrible, parce qu'on a déjà, mmh, ça correspond déjà à ça. Et même, justement, s'il s'agit de payer, on a déjà les chalem, voilà. Donc, je disais dans le dictionnaire sabéen, c'est marrant qu'ils disent qu'en arabe moderne, ils proposent justement de traduire par ce terme-là en arabe moderne. Donc, voilà, on voit bien que c'est pas non plus l'idéal entre peser et payer. Il faut essayer de chercher autre chose. Il faut essayer d'imaginer un autre sens euh, qui soit peut-être un sens plus technique, qui soit précisément le fait, comme on dit, de transférer. euh, voilà, je sais pas. Alors je dis pas qu'il faut totalement évacuer la possibilité d'un réinterrogatif. Je dis simplement que dans le contexte, c'est peut-être pas la meilleure des interprétations. Mais bon, d'accord. Donc si c'est un vocatal, ça veut dire, tu vas peser, tu vas, me remettre. donc si c'est un vécatal, effectivement, il faut le traduire en disant c'est ça que tu vas faire. Voilà. Euh, Euh, et, mais on va voir, on y reviendra quand peut-être on fait la suite et après on Oui. rediscutera de ça. Parce qu'évidemment, Mmh, pour décider d'un vécatal, c'est nécessairement contextuel parce que le vécatal est indistinguable. Ça dit indistinguable? Bon, voilà, du V et catal. Donc, autant pour le vaïectol, si vous avez une vocalisation massorétique, on vous aide, parce que souvent il est vocalisé vaïectol avec un patar, un dagesh, tout ça. Mais en plus, de toute façon, ici, on n'a même pas de vocalisation massorétique pour nous aider. Donc, on est vraiment dans la panade. Donc, on est obligé de vraiment, il n'y a que le contexte qui va pouvoir nous aider. Donc, on avance un petit peu et après, on oui. reviendra pour discuter de ces subtilités. Mmh. Parce qu'il me semble qu'on a un vocatal après, c'est pour ça. Alors voilà, Donc on Romer, reviendra après là-dessus. Alors ensuite, le deuxième oui, mot. oui. Donc Romer, Romer. donc C'est quoi ça, c'est Romer? la mesure, La c'est la mesure. mesure. Et hier, vous nous avez expliqué que c'était entre 200 et 300 litres à peu près. Oui, que le Romer, absolument. Donc c'est une unité de mesure. Donc c'est un terme, Romer. Alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a aussi un homonyme qui se prononce pas de la même manière, mais qui s'écrit pareil, qui est l'âne, hein, Ramor. Et donc, c'est problématique parce que, moi, je veux dire, sur les 400 et quelques ostracas là qu'on a traduits, 450, il y a beaucoup d'ânes et beaucoup de romers. Oui, parce que il y a c'est beaucoup des textes des transactions, du commerce, et donc il faut transporter, et donc les ânes, voilà. Donc à chaque fois, dans le contexte, bon, quand c'est clair, on arrive Oui, à mais savoir ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, on s'est dit, bon, c'est des ânes ou des romers. Bon, là, évidemment, bon, euh, ici, vu qu'il y a ici, rythme derrière, ici, ça va être un cas qui va être très facile à trancher, puisqu'il y a le mot derrière qui suit, qui est rythme, ritim. Et ritim, c'est quoi? c'est le blé. C'est le blé.
Donc, effectivement, on va pas avoir des ânes de blé. Alors, sinon, ce seraient des ânes qui porteraient du blé, je veux bien. Mais concrètement, dans le contexte, là, pour le coup, Homer Ritim, alors ça, c'est comment dire, l'expression la plus classique. C'est des Homer de Ritim. Et donc, un Homer, c'est une unité de mesure. Donc, ça se traduit Homer, parce que c'est une unité de mesure qui n'existe pas en français. Donc, il faut le traduire tel quel. Il faut le traduire Homer. Alors, vous le vocalisez comment, d'ailleurs, Homer? Eh ben, Homer avec un Ho, donc un Holem, c'est ça? Un Je Cholem, oui. sais. Et ensuite un Ségol, Et un Ségol, Toumé. Homer. Hein. Alors, c'est quoi comme Et Shem, Hittim, Homer? ben, c'est je sais plus. Je l'ai regardé, mais je ne me rappelle plus. Alors, c'est un Ségolais. C'est un état construit, c'est un état construit, c'est un Alors, Ségolais, oui. par ailleurs, le mot va être à l'état construit, mais c'est un Ségolais. C'est un Ségolais. euh, et donc, comme tous les bons Ségolais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui met un Ségol, comme tous les bons Ségolais, il est accentué sur la première syllabe, hein. Oui, Je vous avais, Homer. expl- je vous avais expliqué, hein, les Ségolais, c'est les schèmes Oui. qui sont primitivement monosyllabiques. Je vous les remets dans un coin pour rafraîchir la mémoire. Donc, vous avez les schèmes catl, kitl et coutl. D'accord? Schème primitif, catl, kitl, coutl. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez qu'une seule voyelle entre la première et la deuxième radicale, euh, et c'est tout. Et en hébreu, le problème, c'est qu'on n'aime pas terminer par deux consonnes. Donc, si on est en fin de mot, c'est là qu'on va introduire le petit ségol. C'est pour ça qu'on parle de ségolés, parce qu'on les a ségolés. On leur a mis un petit ségol. Tiens, je vais te ségoler, ça t'apprendra. Bon. Et donc, on leur a mis un petit ségol, mais qui est juste une voyelle d'appui, hein, une anaptix, et qui ne va pas prendre l'accent. Donc, l'accent va toujours rester sur la première syllabe. Catl. Et donc, si au lieu de dire catl, vous dites catel, c'est quand même le A qui a l'accent. Le A, il est juste parce qu'on en a besoin, c'est une petite voyelle d'appui. Bon. Donc, effectivement, vous allez pouvoir mettre catel, quitel, coutel. Par ailleurs, il va y avoir, par rapport aux voyelles primitives, A, I, OU. Vous savez que c'est les trois voyelles primitives, A, I, OU. En fait, on va avoir des petits déplacements. C'est-à-dire que euh, le I va devenir un E, donc on va dire quetel, et le OU va devenir un O, et donc on va dire cotel. Hôtel. Mais vous allez pouvoir retrouver ces voyelles primitives quand vous êtes en flexion. Donc, par exemple, pour catel, si je prends le schème 4, hein, pour faire simple, vous allez avoir l'exemple de Meller, qui est l'exemple le plus connu, évidemment, le roi, où effectivement, vous allez avoir donc ce petit déplacement de timbre. Donc, vous allez avoir le A qui va devenir un stégol, lui aussi. Vous n'allez pas dire Mahler, mais vous allez dire Meller. Sauf que, quand vous allez vous retrouver en flexion, si vous dites mon roi, vous allez dire Malki. Mon roi. Et là, vous allez retrouver Malk. Malk plus I égale Malki. Pour la voyelle primitive I, vous allez, vous pouvez penser au terme Sefer, le livre, très connu. Sefer. Là encore, l'accent est sur la première syllabe. Du I, on est passé au E, au serré, on a décalé d'un cran. Mais le I, vous allez le retrouver dès que vous allez le mettre en flexion. Vous dites mon livre, vous dites Sifri. Sifre, hein, le shem kitl donne Sifre, plus I, mon livre. Donc c'est comme ça qu'on sait que de Sefer, ça donne non pas Seferi, mais Sifri. Et puis pour le shem koutl, l'exemple classique, bon, celui que je prends tout le temps, je dis toujours classique parce que bon, voilà, c'est Kodesh, la sainteté. Kodesh. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir l'accent sur la première syllabe, qui est un ou primitif, et donc c'est lui qui va garder l'accent, avec un petit déplacement de timbre. On va pouvoir dire Kodesh au lieu de Kudesh, de Kutch, mais dès que vous serez en flexion, vous allez le dire, si vous dites ma sainteté, vous allez dire Kutchi. Alors de temps en temps, on dit Kochi aussi, en fait. Et si vous dites Kochi, en général, vous mettrez un Kametsratu. Et donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les ségolés. Tatl, Kitl, Koutl. Romer fait partie, est un Shem Koutl, en fait. Donc, Romer. Et ça veut dire que donc la vraie voyelle, c'est la première.
que la deuxième est juste une voyelle d'appui et que c'est donc un ségol. Et donc, effectivement, le chomer, euh, c'est un chomer, c'est le décuple de l'épha. Donc l'épha, c'est aussi une autre mesure de volume. Un épha, ça fait 21 litres. L'épha. Quand je vous disais le bat est une autre mesure de volume qui fait aussi 21 litres, mais qui est plutôt utilisée pour des liquides. Enfin, dans tous les cas, c'est 21 litres, hein. Un épha ou un bat, c'est 21 litres. Et un chomer, c'est 10 épha ou 10 bats. Donc ça fait normalement 210 litres. Je crois qu'on l'a. euh, Enfin, dans la Bible, on l'a souvent, hein, chomer, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme occurrence pour vous. Chomer. Vous voyez, il n'apparaît pas tant que ça dans la Bible, en fait, hein. Vous voyez, Exode 8, 10. Mais là, ils ont traduit d'état, donc c'est pas terrible. Ici, dans Lévitique 27, 16, donc, vous voyez, on nous parle de semences, hein, et on nous dit chomer stéorim. Donc, un chomer, alors stéorim, ça, c'est de l'orge, d'accord? Donc, on parle de chomer d'orge. Mais ça ne nous dit pas combien ça fait, évidemment. Et là, c'est pareil. Là, on nous parle de plusieurs chomers. Donc, Asara chomerim. Donc là, du coup, ça nous fait 10 chomers. Bon, Isaïe 5, qu'est-ce qu'on a? Euh, Des on fa, nous parle des de dir, des chomer, hein. Ah ouais, donc c'est ça, hein. Vezera chomer, il y a assez epha. Ça, c'est terrible. On nous explique que si vous avez, pour ce qui est des semences, hein, vous allez ensemencer un chomer. Donc, imaginez, vous prenez un chomer et vous ensemencez votre champ avec un chomer. Et derrière, ce que vous récoltez, c'est juste un épha. Donc 10 fois moins. C'est horrible. Donc et au- voilà, c'est dans Isaïe 5, hein. Vous connaissez Isaïe 5? C'est très joli. C'est une sorte de parabole. Je vais semer dans ma vigne, etc. Isaïe 5, c'est très joli comme texte. Je vous montrer le contexte là. C'est ça, euh, regardez ce qu'il nous dit comme ça. Il dit je chante pour mon ami le chant du bien-aimé de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna à la terre, enleva les pierres, installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour, il creusa un pressoir. Donc, ouais, il fait tout, hein. Il prépare tout c'est un vignoble, hein, donc on met tout, etc., etc. Il en attendait de beaux raisins. Il n'en eut que de mauvais. Voilà. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Voilà. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'en attendais de beaux raisins. Pourquoi a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vigne. Enlever la haie pour qu'elle soit dévorée. Faire une brèche dans le mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces, etc., etc. Voilà. Donc, c'est une parabole, hein, évidemment, comme Jésus qui dit un semeur, il sème, il regarde ce qui se passe, etc., etc. Mais là, c'est pareil. Yahvé, et le gars, il a une vigne et il dit bien, et c'est vous ma vigne, mon peuple, j'ai travaillé la terre, je vous ai mis là, en plus un beau terrain, je vous ai planté là, hein, pour que vous puissiez porter du fruit. Et qu'est-ce que je constate? Je me suis donné du mal et vous avez rien donné. Ben, puisque c'est comme ça, allez hop, on plie bagage, on s'en va et on va piétiner la vigne, etc., etc. Donc c'est évidemment, on annonce que le peuple est donc il s'est mal comporté, il n'a pas été fidèle à Dieu, et donc Dieu va le punir. Et donc, ça annonce que Jérusalem et Juda vont être piétinés, rasés. Donc, ça annonce la destruction de Jérusalem et de Juda. Euh, et en plus, bon, il le dit au verset 7 en plus, tu vois, si vous n'avez pas compris, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Voilà, je vous n'avez pas fait l'équivalence. Pour ceux qui n'auraient pas compris, la vigne, c'est vous. Voilà, c'est ça, hein. C'est la maison d'Israël, les gens de Juda, le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait la justice. Il ne trouve que des cris des malheureux, etc., etc. Et donc, dans ce contexte-là, il annonce la destruction et la misère. Et donc, c'est intéressant de voir que, comme au début, il prend la métaphore agricole de la vigne, quelques versets plus loin, verset 10 ici, qui nous intéresse. Pareil, il dit, bah voilà, vous allez, bah voilà, puisque moi, Dieu, sans moi, vous êtes rien, vous allez rien réussir. Et donc, vous aurez beau essayer d'ensemencer votre champ, eh bien, vous allez
vous n'allez récolter que le dixième de ce que vous avez ensemencé. Donc vous allez gaspiller finalement votre semence. Donc ça ne va pas porter du fruit, parce que vous-même, en tant que vigne, vous êtes ma vigne, vous n'avez pas porté du fruit. Eh bien, vous-même, quand vous allez essayer de cultiver quelque chose, ça ne marchera pas. Et je vous rappelle donc un homer, c'est 10 épha. Donc si vous dites que vous ensemencez un homer et que vous récoltez un épha, eh ben, c'est vraiment la cata au niveau production. Voilà, c'est l'horreur. Ouais. Ta définition, elle est juste dessous d'ailleurs, hein. Ah oui, c'est ça. Et donc, ce que je disais à propos de l'équivalence entre l'Epha et le Bat et le Homer, c'est ce qu'on a dans Ézéchiel 45:11. On explique Haïfa vehabat tochen echad. Donc, ils doivent, pour le coup, doivent être une seule et même quantité. C'est ce que je disais, donc l'Epha et le Bat. Alors, l'Epha plutôt utilisé pour du solide et le Bat pour du liquide, probablement. Et on nous explique que euh, donc la 7 Ma'asar Hachomer Habat. Et donc pour que Ma'asar c'est le dixième, hein, ça vient de la racine SR, SR c'est 10, Ma'asar c'est le dixième, hein, ou la dîme, vous savez, quand on paye la dîme, là, quand on dit Abraham donna la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek, etc. Bon voilà, c'est le dixième. Donc le dixième du Homer, c'est le bat. Et puis ensuite, et là pareil, euh, mais Assirit, et là c'est dixième, donc là, Maassar c'est la dîme et Assirit c'est vraiment le dixième en tant que on fait une finale hit. Euh, Ça on peut le faire pour tous les termes, alors que Maassar c'est pour le dixième, bref. Et donc le dixième du Homer, c'est l'Epha. Bon voilà. Donc là comme ça, vous voyez, vous avez l'équivalence du fait que le Homer c'est 10 Epha ou 10 bat. Or, comme je vous disais, donc un Epha ou un bat ça fait 200, ça fait 21 litres. Donc normalement, le Homer, ça doit faire 210 litres. Mais bon, c'est contesté. Il y a des gens qui disent que non, c'est 400 litres. Mais bref, enfin voilà. Et les 21 litres, on les a parce qu'on a trouvé justement des contenants, voilà, des jarres qui marquaient libellé, c'est un FA. Donc, et on a mesuré, on a vu qu'il y avait 21 litres dedans. Très bien. Donc, un Homer, donc 210 litres de Tritim. Alors, Tritim. Tritim, vous le vocalisez comment? Alors, Irek, Rirek, un Dagesh dans la Dagesh, tête, encore un Irek, encore un et Rirek. voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est quoi? C'est le blé, et j'ai C'est le remarqué blé. qu'avec Homer, il y avait souvent un pluriel derrière, quand c'est l'orge ou quand c'est Oui, souvent un mot qui est au c'est pluriel, du parce que c'est le pluriel. pluriel de Rita, c'est Voilà. le pluriel de Rita. Ouais. Alors, effectivement, Ritim est le pluriel de Rita ou de Chet, mais Chet n'est pas bien attesté. Mm. Euh, Dans la Bible, on a que Rita, d'ailleurs, je crois, à vérifier. Mais effectivement, dans la plupart des cas, on le trouve au pluriel. Euh, Ce qui n'est pas super intuitif pour nous en français parce qu'on est habitué à ce que, s'agissant d'une quantité générale, ça reste au singulier. C'est comme de la confiture, vous voyez. Alors, si on dit de la, combien tu veux de 1 kilo de confiture, 500 grammes, etc. Mais ça reste de la confiture, ça reste du singulier. C'est une notion abstraite et ensuite on prend la quantité qu'on veut. Donc nous, c'est pareil, on va dire du blé, on va dire 10 kilos de blé, 200 litres de blé, c'est du blé. Mais en fait, concrètement, la quantité étant plurielle, c'est pas absurde non plus de le mettre au pluriel. Et de fait, effectivement, vous allez le trouver au pluriel. Pour séorim, c'est pareil. On a vu ça, c'est chet ou chita, c'est le blé. Et vous allez avoir chitim au pluriel, donc du blé. Séorim au pluriel aussi, c'est du blé. C'est de l'orge, pardon. C'est une céréale. Et effectivement, on a ça, et ça se vérifie à la fois dans la Bible, où Séorim va être au pluriel, ça se vérifie également dans les inscriptions anciennes, puisque nous, on l'a justement là sur cette collection d'Ostraka, du Ritim, on en a à plusieurs reprises, et dans la concordance que j'ai compilée, on a également, quand je trouve ça, je vous mets ça à l'écran, voilà. Il faut que je trouve. Oh non, ça va être compliqué parce qu'il faut que je. Si je vais faire comme ça, je vais chercher tout de suite. Voilà. Euh, Si vous regardez, voilà, on a. Ça, c'est toutes les occurrences qu'on a. La première, bah, JH36, ligne 5, c'est notre ligne ici, hein, voilà. Vous n'avez Ritim ici, mais vous verrez qu'on a encore Ritim là. Et là, vous avez Ritim.
et là vous avez ritim, et là vous avez encore ritim, et là vous avez encore ritim, et là encore c'est ritim, le même est à la ligne suivante, il a cheval sur deux lignes, là vous avez ritim, et 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 là vous avez ritim. Donc en fait, toutes les occurrences, c'est pareil, c'est toujours du pluriel. Vous voyez? Bon, ça c'est dans les autres cas. Donc effectivement, c'est du pluriel. Pour nous, ça nous paraît bizarre. En français, on ne va pas le traduire par du pluriel parce que c'est pas l'usage de la langue française, mais c'est pas absurde non plus que ce soit du pluriel. Alors, euh, pour justifier la vocalisation quand même, euh, pourquoi ritim vocalisé comme ça avec un dagage dans le tête? Parce que c'est une racine géminée. Et euh, les racines géminées, c'est le principe des racines géminées. Donc quand vous avez chet ou rita, c'est comme quand vous avez lève, le cœur. En fait, la racine est une racine géminée. Le cœur, lève, c'est lamed, bête, bête. Et c'est pour ça que quand vous dites mon cœur, vous dites pas Lévi, hein, lève, Lévi, vous dites Libbi. C'est en fait une racine géminée. Et quel est le schème de la racine géminée? Eh bien, figurez-vous que c'est un schème kitl. Donc ça tombe bien, on vient d'en parler, c'est un ségolé. Vous avez un schème kitl, mais qui va concerner cette fois-ci, comment je vais le faire? Alors, attendez, il faut que je mette ça. Voilà. Euh, avec donc racine géminée. Vous avez donc en fait, imaginez, vous avez ret, tête, tête, c'est ça qu'il faut imaginer, hein. Vous avez donc une racine géminée avec une forme, donc kitl, rit, c'est ça qu'on doit imaginer, hein, la forme primitive. Mais évidemment, ça va aller, plutôt de mettre le deuxième tête, on va mettre un dagage dans le tête d'ailleurs, rit. Et donc, si vous dites mon blé à moi, ou des blés au pluriel, vous allez dire riti, par exemple. Comme sefer, sifri, mais rit, ritti. Alors évidemment, au singulier, et sans rien derrière, on n'aime pas, je vous disais, c'est comme pour les schèmes kitl, on n'aime pas avoir deux consonnes qui se suivent. Et de la même manière, on ne peut pas avoir une consonne géminée en fin de mot. Vous pouvez pas écrire rit, terminé par une consonne avec un dagesh fort, comme ça, dedans. Ça équivaut à terminer par deux consonnes, donc ça, on n'aime pas faire ça. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que on fait tomber la gémination, on enlève le dagesh, mais pour compenser, on va déplacer la voyelle. Et donc on va l'écrire chet. Et c'est la même chose pour le cœur, lève. Donc quand vous regardez dans votre dictionnaire, lève, vous allez trouver écrit euh, lève, vous l'allez écrire comme ça, le cœur, mais si vous dites mon cœur, vous allez l'écrire libi. Libi. J'ai mal écrit mon truc. Vous voyez, donc ça, c'est ce que vous trouverez. Euh, donc il faut appliquer un schème kitl, les fameux schèmes ségolés, à une racine géminée. Ça vous donne ça. Chet, chiti, lève, libi, et donc au pluriel, chitim. Oui, mais pourquoi vocalisation Rita alors? Alors au féminin, chita. Si vous avez, Ah, c'est féminin. C'est si féminin. chet au singulier, chita au féminin, lève au masculin, liba au féminin, ça va dépendre après si vous l'écrivez au féminin ou pas. Mais dans tous les cas, si vous avez autre chose en fin de mot, libi, liba, libim, tout ce que vous voulez, dans tous les cas, vous allez retrouver le i plus le dagash. Parce qu'on n'est pas en fin de mot. Ce qui est gênant, c'est de terminer par deux consonnes en fin de mot. Vous voyez, on termine par deux consonnes, on n'aime pas ça. Ou une consonne géminée, qui est l'équivalent de deux consonnes, on n'aime pas. Donc c'est si on n'est pas en fin de mot, si on n'est pas en fin de mot, tout va bien. Si on est en fin de mot, on va faire tomber la gémination, on va déplacer la voyelle. Et donc effectivement, après, pour ce qui est de dire pourquoi Rita et Ritim, parce que ça existe parfois des termes en hébreu où la forme au singulier a l'air d'être féminine ou même est féminine, mais le pluriel a l'air d'être masculine ou est vraiment masculine. Vous savez, comme Shana, Shanim. Shana, c'est du féminin, Shana Tova, mais le pluriel de Shana, c'est Shanim.
Donc on a comme ça des cas en hébreu où au singulier on a une forme féminine et au pluriel on a une forme masculine. Et dans ces cas-là, on ne sait pas très bien sinon il est masculin ou féminin. Donc on va regarder justement les adjectifs en disant est-ce qu'ils sont masculins ou féminins. Voilà, donc Pet ou Rita, c'est donc un ségolé d'une forme géminée, enfin, d'une racine géminée, et on l'écrit aussi au pluriel parce que c'est l'habitude. Donc un chomer de chitim, un chomer de blé. OK? Bah, c'est déjà l'heure, hein, on a déjà fini. Donc, bah, on s'arrête là. Pour la prochaine fois, bah, on finit le texte et on aura le temps, j'imagine, de peut-être de commencer le texte qui suit. Donc, finissez ce texte-là et attaquez le texte qui est sur Moodle. Et entre-temps, on a un oral, d'ailleurs. Je ne sais plus quand, mais ça y est, il y a des créneaux, tout ça. Vous avez déjà pris vos créneaux, Mercredi, plusieurs. Ça, c'est mercredi prochain, hein. mercredi. Donc, rendez-vous sur BBB mercredi prochain pour votre oral. Si le créneau vous convient pas, bah, vous me le dites et puis on trouvera un créneau ensemble. Sinon, bah, je vous souhaite bon travail, évidemment, bonne fin de semaine, bon week-end, amusez-vous bien, profitez bien, et allez fêter le Beaujolais nouveau et engranger un bon Romer de Rikim, et non pas de Beaujolais, parce que quand même 200 litres de Beaujolais, là, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Allez, bonne soirée à tous et bon week-end.